Les 2 dernières semaines, nous vous avons montré un certain nombre de cartes qui concernent l'Iran sur la très longue durée. D'abord, on a étudié la Perse, l'Iran ancien et puis l'Iran moderne. Et nous avons en définitive peu abordé les questions politiques. C'était volontaire parce que je souhaitais confier l'analyse de l'Iran d'aujourd'hui à Olivier Roy et lui donner la parole dans un entretien aujourd'hui. Olivier Roy, il est chercheur au CNRS, spécialisé sur l'islam politique. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, je vais vous en donner la référence à la fin du dessous des cartes. Puis c'est un homme qui va souvent sur le terrain, Asie centrale, Iran, Afghanistan, et il parle le persan. Alors quand on regarde l'Iran comme ça sur la très longue durée, on se pose la question de savoir si la révolution de 1979 a assuré ou pas la continuité de cet État qui est très ancien. L'Iran est d'abord caractérisé par une très grande continuité du fait de l'État. Depuis le XVIe siècle, l'Iran est chiite, et non pas depuis son islamisation, d'ailleurs, comme on le dit souvent à tort. Le chiisme a été imposé à l'Iran au XVIe siècle par une dynastie d'origine turque qui avait trouvé ce moyen finalement de se donner une légitimité par rapport à une population qui était majoritairement persane. Et de manière assez curieuse, cette imposition a pris. C'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, on ne peut pas dissocier l'identité iranienne avec l'identité chiite. Il faut savoir une chose, c'est que seulement 51% des Iraniens aujourd'hui ont le persan comme langue maternelle, c'est-à-dire ont la langue nationale comme langue maternelle. Tous les autres ont comme langue maternelle le turc, par exemple, l'arabe, le kurde, le baloutche ou le turkmène, entre autres. Et une des constantes, je dirais, une des clés de l'Iran contemporain, c'est le fait que la loyauté à l'État vient du chiisme et pas de la persianité, si j'ose m'exprimer ainsi. Le Shah d'Iran, le dernier Shah d'Iran, avait essayé d'établir un nationalisme, je dirais, un petit peu ethnique, basé sur la persianité, avec les grandes célébrations de la naissance de Cyrus, par exemple. Et ça avait été très mal pris par la partie de la population qui est chiite, mais qui n'est pas persane. Tandis que la révolution islamique, en mettant l'islam sous sa forme chiite au premier rang de l'identité iranienne, a ainsi permis d'affirmer l'intégration des Azéris, qui sont turcophones, ou des Arabes qui sont chiites. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'une clé de la politique iranienne, c'est que les groupes ethniques qui sont chiites, les Persans, bien entendu, les Azéris, les Arabes, sont loyaux à l'État iranien, se reconnaissent dans l'iranité. Alors que les groupes ethniques qui sont sunnites, les Kurdes, les Baloutches et les Turkmènes, eux ne se reconnaissent pas dans l'État iranien et sont structurellement dissidents, bon, même si ils sont obligés évidemment de ne pas mettre leurs revendications nationalistes au premier plan. Mais là, ça fait presque 20 ans maintenant qu'il y a eu la révolution chiite. Comment évolue et le pays et le régime, en tout cas sur le plan politique et religieux? Il faut voir maintenant que la majorité des Iraniens n'ont pas connu la période du Shah d'Iran. Ce sont des purs produits de la révolution islamique. Or, on ne peut pas dire que cette islamisation, cette mise en avant de l'islam, je dirais plus exactement, soit très populaire chez les jeunes générations. La jeunesse s'ennuie en Iran. Alors elle est loyale, elle est nationaliste, elle n'a pas du tout envie de renverser le régime par la force. Les Iraniens ont assez donné dans la guerre, dans la révolution. Ce qu'ils veulent, c'est une normalisation. Et ça, le régime répond à ces souhaits de la jeunesse qui arrive? Le régime est très divisé, parce que je dirais qu'il y a la vieille garde révolutionnaire, pas forcément cléricale d'ailleurs, il y a également beaucoup de laïcs qui ont lié leur sort à la révolution. Cette vieille garde, beaucoup de quinquagénaires d'ailleurs en particulier, à son sort doit sa promotion sociale à la révolution, en particulier parmi des mollahs de deuxième catégorie, si j'ose dire, qui n'ont pas de grands diplômes, qui ne sont pas de grands théologiens et qui doivent leur position professionnelle à la révolution. Ceux-là tiennent aux acquis de la révolution. Et paradoxalement, je dirais que beaucoup de religieux de haut niveau sont pour une forme, non pas de laïcisation, mais de sécularisation. C'est-à-dire de retrait du clergé de la vie politique. Parce qu'ils estiment en fait que la vie politique les corrompt. Et corrompt leur image également. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a les technocrates, comme le maire de Téhéran aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui ont souvent été formés aux États-Unis, qui parlent anglais, etc., qui se rendent compte que, bon, la charia, c'est bien beau, mais que l'Iran est un État moderne,
urbain, avec une population très jeune, très intégrée par la vente des hydrocarbures dans l'économie mondiale, et que il faut maintenant réintégrer l'Iran dans le concert des nations et dans les circuits économiques et financiers mondiaux. Alors ces deux catégories qui font partie de l'élite du régime, eh bien elles ont été plébiscitées en mai dernier. 66% de la population a officiellement voté pour le candidat du changement, Mohamed Khatami. Mais est-ce que le terrorisme, en revanche, est toujours un instrument de politique étrangère? Plus maintenant. L'Iran a eu recours au terrorisme dans les années 83, je dirais de 83 à 86. Comme moyen, le but était clair, c'était un but stratégique, c'est-à-dire obliger les Occidentaux, à commencer par la France, à cesser de soutenir l'Irak dans la guerre avec l'Iran. Bon, il faut ne pas oublier que la France, à l'époque, avait prêté des super-étendards et soutenait l'effort de guerre irakien, très directement. Les Américains et les Français, en débarquant au Liban, dans le contexte de l'époque, soutenaient d'une certaine manière aussi le front arabe contre l'Iran. Donc là, l'Iran a eu recours au terrorisme, à la prise d'otages, etc. Les attentats à Paris, bon, je dirais qu'ils s'en cachent à peine. Mais après 86-87, le terrorisme iranien s'est banalisé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait l'Iran après? L'Iran a continué à assassiner des opposants intérieurs en territoire étranger. Mais ça, je dirais, c'est profondément banal au Moyen-Orient. Même Israël a comme pratique plus ou moins régulière de tuer des gens qu'on appelle terroristes, bien sûr, sur le territoire étranger. Donc l'Iran n'a pas très bien compris pourquoi ils avaient été montrés du doigt par un tribunal allemand lors de l'affaire de l'attentat dit du Mykonos à Berlin. Bon, alors que c'était une pratique assez répandue. Sinon, je dirais que on peut plus parler de terrorisme iranien aujourd'hui à l'étranger. La plupart des attentats qui ont été commis contre des intérêts occidentaux au Moyen-Orient proviennent de réseaux sunnites, dont les traces remontent vers le Pakistan, les camps afghans de Gulbuddin Hekmatyar et ces choses-là, pas du tout vers l'Iran. Et pourtant, le Congrès américain continue à condamner l'Iran sous cause de terrorisme, et c'est notamment ce qu'on appelle la loi d'Amato. C'est toujours le terrorisme qu'ils sont censés combattre par cette loi. Bien sûr, mais alors le grand problème de cette loi, c'est que, je dirais, elle est contradictoire. En fait, que vise la loi d'Amato? C'est pas le terrorisme iranien. Ce qu'elle vise, c'est le programme nucléaire iranien. Bon, mais là, on sait que le problème de la prolifération est un problème global, général. Le Pakistan a la bombe, on le sait. L'Inde a la bombe, on le sait. Or, par rapport aux autres pays qui ont la bombe, y compris la Corée du Nord, le Congrès américain n'applique pas d'embargo. Donc c'est une loi qui est contradictoire. Comment il faut comprendre à ce moment-là, sous cet éclairage-là, le contrat total avec l'Iran? Le contrat total attaque directement la loi d'Amato, évidemment. La loi d'Amato est une loi qui est impopulaire dans les milieux d'affaires, y compris américains. Parce que c'est une loi qui introduit le principe d'extraterritorialité. C'est-à-dire qui punit des gens qui ne sont pas citoyens des États-Unis pour une action commise en dehors du territoire américain. Donc c'est une loi qui n'est pas acceptable selon les standards actuels du droit international. Si les Américains ne sont pas contents par rapport à l'Iran, il faut s'adresser au Conseil de sécurité ou à l'Organisation mondiale du commerce. Donc cette loi ne tient pas. C'est pour ça que les Canadiens, les Norvégiens, les Allemands sont contre la loi d'Amato, alors même qu'ils ne soutiennent pas Total en Iran. Donc Total, en faisant ça, n'apparaît pas aux yeux des pétroliers américains comme un concurrent, mais au contraire comme un confrère qui a osé attaquer une loi anti-économique. L'autre principe, l'autre question, c'est la question des intérêts économiques dans la région. Il faut savoir que, indépendamment du Moyen-Orient strictement parlé, la Gaspienne, les pays autour de la Gaspienne vont devenir les seconds exportateurs mondiaux d'hydrocarbures dans les 10 ans à venir. Les compagnies américaines, Amoco, Chevron, etc., ont investi des milliards de dollars dans cette zone gaspienne. Or, le pétrole et le gaz, il faut bien l'exporter quelque part. Et paradoxalement, la voie la moins chère pour l'exporter, c'est l'Iran. Donc, si les Américains veulent rentabiliser leur propre investissement en Asie centrale, il faut bien passer par l'Iran. Et là, le département d'État s'y oppose totalement. Ce qui revient paradoxalement à rabaisser l'indépendance
des nouvelles républiques d'Asie centrale et du Caucase soutenues par les États-Unis, en les rendant otages de la Russie, qui pour le moment tient l'essentiel, pas tous, mais enfin l'essentiel des conduits pétroliers. Donc la loi d'Amato est une loi qui s'attaque, j'allais dire, d'abord aux intérêts des compagnies pétrolières américaines, avant de s'attaquer aux Européens, qui eux, finalement, au beau jeu de faire valoir ces contradictions et de s'implanter sur un terrain d'où ils auraient été chassés s'il n'y avait pas eu la loi d'Amato. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Cela dit, si vous voulez approfondir ces questions-là, je vous renvoie au livre d'Olivier Roy, qui est édité chez Hachette, qui s'appelle « Généalogie de l'islamisme », enfin une façon claire et pondérée d'aborder cette question-là. Et puis la nouvelle Asie centrale, dont on vient de parler, d'Olivier Roy, qui est édité au Seuil. Merci encore pour cette lampe de poche. Bonsoir.